En visite dans la région, un défi cependant, l'effectivité des solutions provisoires. Refaire de Bamenda une ville paisible et prospère, tel est le rêve de l'édile. La fin des villes mortes, le renforcement de la sécurité restent des réalités à construire. Confirmation dans ce journal. Et voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Une fois de plus, bonsoir. 13 morts et 1 blessé, c'est le bilan d'un incendie survenu dans un domicile à Guidère dans la région du Nord. L'insecticide en spirale allumé serait à l'origine de cet incendie. Des détails avec Mamadou Danda de CRTV Nord. De mémoire d'homme, jamais la ville de Guidère n'a connu un tel drame. Ce sont 4 hommes et 9 femmes, parmi lesquels des enfants, tous issus de la famille du feu Aladji Sali Ambo, qui ont trouvé la mort dans cet incendie au quartier Sanguéré 3, Carrefour Sodeko. C'est aux environs de 2 heures du matin qu'on m'a informé que notre maison familiale a pris feu. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas moyen d'y pénétrer. Nous avons cassé le mur et curieusement, nous avons trouvé le corps sans vie de 13 personnes. Il se pourrait que quand le Muntaiga a provoqué l'incendie au salon, tous sont entrés dans une chambre alors que cette chambre est sans fenêtre. Le jeune Abdou, âgé de 11 ans, est le seul rescapé. Bien que touché par les flammes, son pronostic vital n'est pas engagé. Le seul qui a survécu, on l'a évacué par des moyens médicalisés à l'hôpital de district. À son arrivée, on a classé, c'était une brûlure stade 2 superficielle. Donc on a fait un pansement et l'hôpital s'est chargé des soins du patient gratuitement. Pour ces membres du gouvernement, la mise en œuvre des solutions provisoires. Les populations croisent les doigts dans l'espoir que le calvaire causé par l'effondrement du pont Palar sera bientôt un lointain souvenir. Alexis Guidiartoin. Les usagers de l'axe Maroua-Kousséri-Viamora sont aux abois depuis la saison pluvieuse et pour cause, la rupture du pont de Palar dans la ville de Maroua qui les obligeait à ne circuler que de nuit et en utilisant des voies de contournement. Mais cette situation est bientôt oubliée. Nous allons créer une déviation pour que la circulation sur la nationale numéro 1 au niveau de Palar puisse être reprise effectivement. La rupture de cet ouvrage de franchissement n'est pas le seul problème de la ville chef-lieu de l'extrême nord. Le désordre urbain, l'insuffisance des voies d'évacuation des eaux de ruissellement et leur obstruction font planer sur elle une menace permanente d'inondation. La mairie de la ville a aussi engagé plusieurs actions pour inverser la tendance et l'exécution des travaux est satisfaisante. La consommation de délais d'une part et le taux de réalisation d'autre part nous font comprendre que effectivement les travaux sont en marche depuis que la saison des pluies s'est arrêtée dans la ville de Maroua. Aux populations d'accompagner ces réalisations pour une ville de Maroua plus reluisante. Que l'administration fiscale contribue toujours plus à la mobilisation des recettes non pétrolières, telle est l'exhortation du Premier ministre Joseph Dione Ngouté lancée ce vendredi au cours de l'inauguration de l'immeuble siège de la Direction générale des impôts. Laurentine Bekono. La Direction générale des impôts contribue pour plus de 60% aux recettes de l'État et demeure un acteur de premier plan dans la mobilisation des ressources des collectivités territoriales décentralisées et de certains établissements publics. Déclaration du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté qui saisit cette opportunité pour féliciter et encourager les agents fiscaux. La mise en service de ce nouvel immeuble contribue
à l'amélioration du rendement et des conditions de travail des personnels des services centraux de l'administration fiscale. Cette initiative doit s'étendre aux unités opérationnelles qui sont directement en contact avec les usagers. La construction à l'échelon déconcentré d'hôtels et autres centres d'impôts modernes doit être étudiée afin que le meilleur service soit assuré aux contribuables, où qu'ils soient. Par leur probité et leur esprit de noblesse et de dignité, ils contribueront à leur manière à la résilience tant envisagée de l'économie camerounaise. Après l'ouverture, il y a quelques jours, du complexe sportif de la Mutuelle nationale des impôts dans la périphérique de Yaoundé, le nouvel immeuble de la Direction générale des impôts constitue une performance managériale à mettre à l'actif des acteurs opérationnels des finances publiques au Cameroun. Session législative 2020, les membres du gouvernement ont poursuivi ce samedi la défense des enveloppes budgétaires allouées à leur département ministériel devant la commission des finances et du budget. Déjà défendu les budgets des relations extérieures et du tourisme, notamment. En attendant la suite des autres passages, nous faisons le point de la première vague avec notre reporter Pulchéri Até. Le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, a été le premier à être auditionné ce samedi par la commission Ayayi. Bello Bouba Magari défendait une dotation budgétaire de 8 milliards 901 millions de francs CFA destinée à valoriser le secteur touristique. Nous allons, au cours de l'exercice à venir, mettre l'accent dans l'organisation de séminaires sur l'hygiène, la salubrité. Autre passage, c'est celui du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Laurent Esso sollicite une enveloppe de 60 milliards 549 millions de francs CFA pour mener à bien les activités phares de son département ministériel, déclinées en 3 programmes, dont la gouvernance et l'appui institutionnel, l'amélioration de l'activité juridictionnelle et l'amélioration de la politique pénitentiaire. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, était le 3e membre du gouvernement à sacrifier au rituel. Jacques Famendongo défendait une dotation budgétaire de 65 milliards 148 millions de francs CFA. Ce budget va fonctionner à l'aune du triptyque défini par le chef de l'État pour l'enseignement supérieur, à savoir l'assurance qualité, la professionnalisation des enseignements, l'employabilité des diplômés, ainsi que la gouvernance universitaire renforcée. L'autre intervention devant la commission Ayayi, c'est celle du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé du Commonwealth, représentant du ministre Mbela Mbela. L'enveloppe sollicitée ici est de 30 milliards 50 millions de francs CFA. Le premier programme touche aux questions de renforcement des relations bilatérales. Le deuxième programme, le renforcement de la coopération multilatérale. Troisième programme, la gestion de la diaspora. Bien que le budget de l'État pour l'exercice 2021 ait subi une légère hausse, la tendance générale des dotations de certains départements ministériels est à la baisse. Cela s'explique par la concentration des dépenses vers la résolution des crises sécuritaires et sanitaires et la mise en place des infrastructures. Régional 2020, on en sait un peu plus sur l'organisation du scrutin. 2 décisions du Conseil électoral fixent d'une part les commissions régionales de supervision et d'autre part portent répartition des bureaux de vote par circonscription électorale et des effectifs des collèges électoraux. Augustin Guizana nous en dit plus. Ce sont au total 272 bureaux de vote, dont 176 dans la catégorie des collèges des représentants du commandement traditionnel et 96 pour la catégorie des délégués des départements. Ces bureaux sont logés dans les chefs-lieux des départements. La décision du Conseil électoral de l'ECAM définit également les effectifs des électeurs par bureau et par catégorie des collèges électoraux. Dans les détails, la région de l'Adamawa a au total 19 bureaux de vote où sont attendus plus de 1105 potentiels électeurs. Dans la région du centre, on note 5108 grands électeurs répartis dans 44 bureaux de vote. À l'extrême nord, les 3937 chefs traditionnels sont répartis dans 38 bureaux de vote, tandis que les 1433 conseillers municipaux sont répartis dans 15 bureaux de vote. Dans la région de l'Est, ils sont 1748 votants qui sont attendus dans 20 bureaux de vote pour le collège des chefs traditionnels et 11 pour les conseillers municipaux. Dans la région du littoral, ils sont 1842 inscrits dans les 2 collèges des chefs traditionnels et des délégués de département. 2191 inscrits
sont sur les listes de la région du Nord, répartis dans 17 bureaux de vote pour les chefs traditionnels et 9 pour les conseillers municipaux. Dans le Nord-Ouest, il y a 1418 votants attendus dans 18 bureaux de vote. Dans la région de l'Ouest, ce sont au total 1296 grands électeurs qui sont attendus aux urnes le 6 décembre prochain. La région du Sud, quant à elle, compte 3123 grands électeurs répartis dans 35 bureaux de vote. Last but not the least, la région du Sud-Est dispose de 17 bureaux de vote où sont attendus les 2 collèges électoraux, soit au total 1115 grands électeurs. Révolution agricole, un projet de promotion de l'agriculture périurbaine a été semé par Gabriel Bayrobé dans le littoral. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a dans la foulée visité l'école technique d'agriculture de Dibombari, rue Fin-Kacham, CRTV Littoral. Premier acte de cette visite de travail du ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans le littoral, le lancement avec le Fonds pour l'alimentation mondiale du projet TCP dans les 4 bassins horticoles du littoral et du sud-ouest. Et pendant 2 ans, il sera question d'intensifier le maraîchage périurbain. Objectif, approvisionner les marchés des villes de Douala et Boya qui souffrent de la pénurie des produits maraîchers. Avec la survenue du Covid-19 et avec la réduction de la mobilité interurbaine, nous avons eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement, surtout pour les zones urbaines. Et c'est pour cela que nous créons ces ceintures agricoles. À Dibombari, deuxième acte de sa visite dans le littoral, le ministre Gabriel Bayrobé est venu porter aux vaillants héros de la terre les encouragements du président de la République, promoteur d'une agriculture de seconde génération au Cameroun. Je suis venu dire à ces jeunes qu'ils ont fait le bon choix. Et comme disait le chef de l'État, la terre ne trahit jamais. Et le chef de l'État attend de ces jeunes qu'ils osent, qu'ils innovent et qu'ils entreprennent. Et pour appuyer cette structure, un important lot de matériel agricole va être mis à la disposition des formateurs et des apprenants, avec en prime l'annonce de la construction du marché d'approvisionnement de la région du littoral à Dibombari. La rentrée académique du Centre régional de l'Institut africain d'informatique de l'Ouest est effective. Elle a été lancée par le représentant résident de l'IAI Cameroun en présence de Jacques Bondiao, à la réputation établie dans le domaine des TIC. Wilfried Koto, CRTV Ouest. Face à un auditoire constitué de ses camarades, du représentant résident IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, et ses invités, le chef supérieur Bafoussam, Ditak Gompepele, et l'expert en TIC de renommée mondiale Jacques Bondiao, l'étudiant Goulmeme Bassim Aram fait étalage de son génie en génie logiciel, démonstration du fonctionnement de Hamo Healthcare, une application destinée à faciliter le travail des médecins. Un projet. Le nom s'appelle Amo Earth Healthcare, qui va servir en fait d'aider les docteurs à gérer tous les patients de façon effective et de façon rapide. C'est-à-dire le docteur ne pourra plus écrire toutes ces choses toutes les consultations de façon manuscrite. Il devra le faire dans la machine. L'expert senior en TIC, Jacques Bondiao, a magnifié cette initiative et exhorté les étudiants à faire montre de créativité dans le champ du numérique si riche en opportunités. Je leur dis qu'ils peuvent aller au-delà de ce que nous autres, nous avons fait. Ils ont le potentiel, mais ils ont besoin d'être encadrés. Et c'est tout le sens de notre démarche. Ma présence ici, c'est de leur dire, vous n'êtes pas seuls, nous allons vous accompagner. La transformation digitale, c'est l'affaire de tous. En marge de cette rentrée du centre régional IAI Bafoussam, le représentant résident a procédé au lancement officiel des points focaux IAI dans les lycées des Hauts-Plateaux et dans le même élan, la remise de 200 bourses de formation des jeunes au TIC. Fonction publique internationale, 50 Camerounais aptes pour le recrutement dans les missions de maintien de la paix. Ils ont reçu leur parchemin dans la capitale au terme de la 4e session des séminaires nationaux de formation. William Badier. Une remise de parchemin qui vient sanctionner 3 jours de formation au ministère des Relations extérieures. Ces fonctionnaires, issus de 5 administrations sectorielles, viennent de bénéficier d'une offre de formation à la fonction publique internationale, aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il s'agit d'un signe de maturité. Maturité dans la préparation de nos citoyens à intégrer les missions de maintien de la paix
Maturité également dans l'approche, dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, du placement des Camerounais au sein de la fonction publique internationale d'une manière générale, et bien sûr aux opérations de maintien de la paix qui tiennent à cœur au chef de l'État que nous connaissons comme un mendiant de la paix. 50 séminaristes au total, enrichis de connaissances théoriques et pratiques. Les modules ont porté sur des sujets aussi variés que la manière de remplir le CV, de lire un avis de vacances, de remplir un CV et un certain nombre de compétences de base, des valeurs fondamentales des Nations Unies et des compétences managériales également. Désormais, nous avons les outils, à la fois les outils théoriques, mais aussi les outils pratiques. Un séminaire de formation en droite ligne avec la volonté du président de la République, chef de la diplomatie camerounaise, qui souhaite que les fonctionnaires camerounais soient mieux outillés et très compétitifs à l'international. On vous le disait à l'entame de ce journal, les ministres de l'administration territoriale et des travaux publics s'assurent du bon déroulement des travaux de reconstruction du pont Pallard dans la région de l'extrême nord. Autre tâche pour ces membres du gouvernement, la mise en œuvre des solutions provisoires. Oswald Medou. L'urgence de la situation justifiait bien une nouvelle descente sur le terrain. Les fonds a négativement impacté la vie des populations de Marois et de la région tout entière. Le chef de l'État, son Excellence, le président Paul Biya, nous a demandé de revenir ici, n'est-ce pas, rassurer les populations qu'il a pris des engagements et des options claires pour la construction d'un nouveau pont après l'effondrement de ce pont-là. La solution provisoire envisagée devrait rétablir la circulation pour les gros porteurs sur cet axe névralgique et soulager le pont vert aujourd'hui surexploité. À l'efficacité, il faut ajouter l'urgence, d'où les nouvelles prescriptions du ministre des Travaux publics. Je viens de demander à l'équipe projet, c'est-à-dire l'entreprise, la mission de contrôle, l'ingénieur des travaux, de réduire les délais de réalisation de moitié. Et cette réduction de moitié suppose des travaux de nuit que j'ai autorisés. La fin imminente du calvaire a de quoi rassurer les populations. Je voudrais ici remercier le chef de l'État au nom des populations de l'extrême nord en général et des populations de Marois en particulier de ce qu'il a une fois de plus prouvé aux yeux du monde qu'effectivement il aime la région de l'extrême nord. La solution de remplacement définitif du pont effondré est toute trouvée, un ouvrage mieux adapté. Dans la foulée de cette descente sur le terrain, le ministre de l'administration territoriale s'est entretenu avec ses collaborateurs de l'extrême nord à la faveur d'une réunion de sécurité élargie au FMO, avec au menu la santé de la plus belle des régions en cette fin d'année. Pour une ville de Bamenda où il fait bon vivre, la mairie engage les populations à dire non aux villes mortes. Un budget de 5 milliards de francs CFA a également été voté pour des projets prioritaires de reconstruction, notamment Laurent Tixoubé. Près de 5 milliards de francs CFA pour rehausser le niveau de développement de la ville de Bamenda et ramener un climat propice à même de faire décoller l'économie dans la ville. L'orientation budgétaire pour l'exercice 2021 dans la cité capitale du Nord-Ouest est tout trouvée. Notre priorité, c'est pour construire au moins 1000 boutiques. Et notre jardin de tomates se mise en place dans tous les territoires de Bamenda City. Comme ça, on est sûr que notre industrie de transformation des fruits, des tomates va voir le jour. À cela, il faut ajouter des projets tels que l'éclairage public, l'entretien routier, la formation des comités de vigilance pour accompagner le ministère des Travaux publics dans le bitumage du tronçon Babadjou-Bamenda, mais surtout celui de tordre le cou à la ville morte qui jusqu'ici constitue la principale gangrène de la vie économique dans la région. Le Gostan que vous voyez ici à Bamenda, nous tous, nous sommes tous responsables. Donc j'ai invité tout le monde de sortir chaque lundi à partir de 2021 pour voir qu'on met fin au Gostan. À en croire le préfet de la Mésame, Simon-Émile Mon, au-delà des projets socio-économiques et sécuritaires en vue, les conseillers municipaux doivent faire preuve de résilience pour aller massivement voter le 6 décembre prochain. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.
Lutte contre le coronavirus et surveillance des frontières, direction Kribi, qui préoccupe les équipes médicales de la région du Sud. Le docteur Maurice Mangazé, chef de la brigade de contrôle des activités et soins de santé, est en visioconférence avec Évariste Eyenga. Bonsoir Évariste. Toutes les régions prennent leurs dispositions pour ne pas que surgisse une deuxième vague de l'épidémie. C'est le cas de la région du Sud. Nous recevons ce soir le docteur Maurice Mangazé. Docteur Mangazé Maurice, bonsoir. Bonsoir Évariste. Merci d'avoir accordé cette interview. Dites, qu'est-ce qui a changé en tout temps? De manière globale, la région est stable sur le plan épidémiologique, mais toutefois nous avons noté depuis 4 semaines environ une résurgence des cas, surtout dans le district de santé de Kribi. Actuellement, dans la région, nous avons seulement 20 cas actifs. Et parmi ces 20 cas actifs, 17 proviennent du district de santé de Kribi. Donc, de manière générale, dans la région, il faut dire que c'est stable. Nous avons de manière cumulative enregistré déjà 682 cas, parmi lesquels 634 ont été guéris. Nous avons enregistré 15 décès et actuellement, donc, nous avons 20 cas actifs, donc 17 dans le seul district de santé de Kribi. Lorsque vous apprenez les nouvelles qui viennent de l'Ouest, est-ce que cela vous inquiète un peu? Quelles sont les dispositions que vous prenez pour qu'on ne parle pas aussi de la région du Sud? Nous sommes très inquiets de la situation globale dans le pays et puis même à l'extérieur. Ce que nous avons fait, nous avons remobilisé nos équipes qui sont postées au niveau des postes de santé aux frontières. Nous continuons l'isolement de tous les cas positifs et faisons de manière systématique le suivi, le listing et le suivi des contacts des personnes qui ont été en contact avec ces cas positifs. Nous recommandons également de manière systématique le triage à toutes les portes d'entrée de nos formations sanitaires. Et puis, c'est vrai que le testing massif des cas a un peu diminué dans la communauté, mais nous avons remobilisé nos équipes à continuer le testing massif dans la communauté, sans oublier naturellement la sensibilisation des populations sur le respect des mesures barrières. Merci, Dr Mangazé, d'avoir répondu à nos questions et davantage pour votre disponibilité. Merci bien à vous. C'était Dr Maurice Mangazé. À vous le plateau. Merci Évariste. Cheikh Anta Diop, dans la sphère des relations internationales, nous en reparlerons dans la suite de ce journal. Le temps pour nous de faire un tour du côté de la région du Sud. L'exécutif communal prend fonction à Meyo-Moussala. Parmi les défis à relever, celui de la poursuite de la modernisation de cette cité. Charles Abossolomba, CRTV Sud. Reportage. Moment de fusion entre les populations et leurs élus, place des fêtes de Meyo-Moussala. 9 mois après leur élection, Christian Mobiamanfou, ses 4 adjoints et tous les conseillers municipaux reçoivent l'onction de la tutelle et de toute la commune. Un baptême pour un nouveau mandat de 5 ans plein de défis. J'ai recommandé l'hygiène et la salubrité publique et surtout que les commodités de base pour les populations leur soient assurées à travers la décentralisation ou à travers même les actions propres à la commune. Évidemment, il faut que le recouvrement des recettes soit optimal. L'équipe municipale, conduite par Christian Mobiamanfou, a été appelée à passer l'éponge sur les clivages et les batailles électorales passées pour se consacrer au développement de la localité. Travailler main dans la main pour le bien-être de tous, c'est également le vœu des populations locales. Il y a d'abord le besoin en électricité, le besoin en adduction d'eau, le désenclavement des routes. Avec tous ces défis, le nouvel exécutif municipal de Meyo-Moussala ne veut s'accorder aucun répit. Plusieurs actions ont déjà été engagées. Des grands chantiers vont commencer en matière de route. Au niveau de l'eau également, nous avons entrepris plusieurs programmes de mise à disposition des forages. Tout ira pour le mieux. À 48 ans, le maire Christian Mobiamanfou, déjà son 2e mandat, maintient le cap, les yeux rivés sur un seul objectif, faire briller Meyo-Moussala et donner du sourire à ses populations.
Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales, c'est le titre de l'ouvrage que vient de commettre le professeur Jean-Emmanuel Pondy. La dédicace du livre, c'était ce vendredi ici à Yaoundé. Joël Igor Abanda. Cheikh Anta Diop dans la relation internationale est un livre paru aux éditions Afrique Éveil. Dans cet ouvrage, professeur Jean-Emmanuel Pondy présente l'homme qui a anticipé la direction du système international 40 ans avant les faits. La présentation et la note critique de l'ouvrage sont faites par le professeur Mathias Eric Owonangini. Beaucoup d'auteurs ne s'étaient pas intéressés à cette question. Et le professeur Jean-Emmanuel Pondy s'y attaque de manière à montrer que la pensée de Cheikh Anta Diop en matière de relations internationales africaines est liée au contexte de sa formation. L'œuvre littéraire est déjà entre les mains des dirigeants sénégalais par le biais de l'ambassadeur du Sénégal au Cameroun présent à la soirée dédicace. Dès l'âge de la vingtaine, il avait écrit un article qui s'appelait « À quand la Renaissance africaine ?» en 1948, donc très tôt. Il s'est intéressé à l'Afrique dans sa globalité et dans les relations internationales africaines. Professeur Emmanuel Pondy est spécialiste des sciences politiques. Il est auteur et directeur scientifique de 22 ouvrages et plus de 75 articles scientifiques. Au bas de ce journal, des télégrammes du président de la République, d'abord ceux adressés à ses homologues d'Albanie et de la République islamique de Mauritanie, dont les fêtes nationales sont célébrées ce 28 novembre. Le président de la République les félicite donc pour la célébration de ces différentes fêtes nationales. Et puis ces autres télégrammes, notamment celui-ci, le président écrit à son Excellence Alberto Fernandez, président de la République d'Argentine. Monsieur le Président, j'ai pris connaissance de la triste nouvelle du décès de M. Diego Armando Maradona, survenu à Tigre dans la province de Buenos Aires. Footballeur de génie devenu une légende vivante, Diego Maradona remporta la Coupe du monde de football en 1986 et dirigea plus tard la sélection nationale argentine. La disparition de ce joueur hors pair est une perte immense pour les pratiquants et passionnés du football à travers le monde. À l'évidence, Diego Armando Maradona restera pour longtemps, grâce à son talent et son palmarès exceptionnel, une grande référence dans le milieu sportif. Je vous adresse en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à sa famille, au gouvernement et au peuple argentin très affligé, mes sincères condoléances auxquelles j'associe la compassion du peuple camerounais. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Et puis cet autre télégramme du président de la République adressé à son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Monsieur le Président et chers frères, j'apprends avec tristesse le décès de Monsieur Mamadou Tandja, ancien président de la République du Niger, survenu à Niamey. Je salue la mémoire de cet homme d'État qui aura marqué la nation nigérienne de son empreinte. Je vous adresse en cette douloureuse circonstance ainsi qu'à sa famille, au gouvernement et au peuple nigérien endeuillé mes sincères condoléances. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Et enfin, le président de la République qui écrit à son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président réélu de la République du Faso. Monsieur le Président et chers frères, votre réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de succès dans l'accomplissement de votre nouveau mandat. J'émets le souhait, en cette heureuse circonstance, de voir sous notre commune impulsion les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Cameroun et le Burkina Faso se déployer et se diversifier chaque jour. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Gladys Tata et Nicole Doudou pour le journal des régionales. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre.
Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.